Aujourd'hui, on va parler d'un sentiment assez fréquent, mais dont le potentiel de partage en couille est hyper puissant. On va parler de la jalousie. Alors, on va parler de la jalousie, mais aussi de sa forme la plus grave, ce qu'on appelle le syndrome d'Othello. Et on va donc déjà définir ce que c'est. Donc la jalousie, c'est le sentiment d'alerte que tu perçois quand tu risques de perdre un proche. Et quand je parle de perdre, je parle pas qu'il risque de mourir, je parle que quelqu'un peut te le piquer ou que cette personne disparaisse. Et le syndrome d'Othello, c'est la version extrême, c'est-à-dire que le sentiment de jalousie va être activé pour tout et n'importe quoi, genre un regard, ou alors juste un SMS envoyé, et les réactions vont aussi être complètement disproportionnées. Bon, en pourcentage, la jalousie, ça fait à peu près 10% des gens qui disent qu'ils ont déjà eu une grosse crise. Bon, le syndrome d'Othello, lui, c'est plus rare. Il y a une étude qui dit que ça serait 1% des patients hospitalisés. Mais on a un problème à quantifier tout ça, c'est que le syndrome d'Othello seul, c'est très rare. En général, les patients Othello, ils souffrent de troubles psy antérieurs, comme par exemple du narcissisme, des patients borderline, des paranoïaques, de la schizophrénie, Parkinson ou de l'alcool. Donc la jalousie, c'est une donnée excessivement importante à prendre en compte en criminologie, car c'est la source numéro 1 d'homicides conjugaux. L'alcool en deuxième venant foutre la merde dans un tiers des cas. On note aussi que les jaloux ont un taux de suicide plus élevé que la population générale et que le conjoint en plus risque de subir aussi, parce que pendant quelques années, il risque de se faire harceler, de se prendre des grosses colères et de se faire contrôler sa vie, ce qui pue quand même pas mal. Donc on va déjà essayer d'expliquer d'où ça vient la jalousie. Le problème principal des jaloux, ça vient d'un problème d'attachement. Donc, tu as déjà au moins 1 heure de vidéo sur l'attachement, je te mets les liens en haut à gauche ici, mais là je vais te faire une version courte. Donc tu as besoin de quelqu'un pour survivre, tu t'attaches donc à des gens qui vont t'aider à survivre, mais au bout d'un moment, tu apprends progressivement à vivre loin d'eux, tout en sécurité. Et chez les jaloux, ces processus sont foirés. Par exemple, un enfant dont les figures d'attachement étaient instables, peu à l'écoute ou sont partis, sera moins rassuré dans la vie sur la possible présence des proches, ce qui va ouvrir la porte à la jalousie et au manque de confiance en l'autre. La personne craignant que la personne proche d'elle se barre ou ne soit pas fiable, comme dans son enfance. Mais aussi d'un autre côté, une personne qui n'a pas appris l'autonomie affective aussi risque d'être jaloux, car si on est dépendant d'une personne, on craint plus que cette personne disparaisse. Si t'es autonome, tu t'en fous un peu plus que la personne elle se barre. Donc moins d'autonomie égale des gens plus collants et plus jaloux. Donc quand Dajou il nous dit « j'ai confiance en toi mais je suis jaloux », c'est tout à fait possible. On peut croire en la fidélité de l'autre, mais être jaloux, soit parce qu'on crève de peur que la personne se barre, ou qu'on a assez peu de confiance en soi, et qu'on s'imagine que le conjoint va forcément rencontrer des gens mieux que nous et se barrer. Et puis t'as la version la plus grave de la jalousie, qui est quand le conjoint essaie de contrôler l'autre, en le forçant à rester à la maison par exemple. Et ça vient d'insécurité affective encore plus forte, la personne n'ayant trouvé que l'agressivité pour garder un semblant de sécurité. De manière générale, on note que plus les parents ont été affectueux à l'écoute des enfants, moins les enfants sont jaloux. Même si c'est le principal, il y a d'autres facteurs très importants dans la jalousie et le syndrome d'Othello. L'un d'eux, c'est les capacités cognitives de la personne. Plus la personne est atteinte au niveau neuro, plus la jalousie a des chances d'empirer en syndrome d'Othello. Il y a 2 mécanismes. Le premier, c'est que ta perception, ton attention, elle va être attirée par ce qui est important pour toi. Donc si pour toi tu es touché et tu trouves important que les gens proches de toi soient fiables, tu as plus de chances d'être hyper vigilant à ce que les gens proches de toi soient de confiance et donc tu as plus de chances de faire attention aux gestes, regards, sourire de ton conjoint si tu as peur qu'il se barre et donc potentiellement partir en vrille sur des signes anodins. Donc premier mécanisme de la jalousie au niveau cognitif, c'est que ton cerveau il filtre les informations qu'il pense refléter de l'infidélité. Et le deuxième mécanisme qui est très important pour expliquer le syndrome d'Othello, c'est le saut aux conclusions que l'on retrouve dans beaucoup de délires. Disons qu'une fois que tu as repéré un signe qui veut potentiellement dire de l'infidélité, il faut que ton cerveau analyse ces signes. Et des fois, il va se foirer. Le saut aux conclusions, par exemple, c'est quand tu vas déduire une conclusion sur des indices faibles ou être incapable de t'ouvrir à des explications alternatives à ce que tu crois. Genre, quand ton mec il sourit à quelqu'un et que t'en déduis qu'il te trompe alors qu'en fait il sourit juste à un collègue. Donc toutes les pathologies qui vont venir réduire tes capacités à prendre du recul vont venir augmenter les chances de jalousie et dans les pires des cas, de syndrome d'Othello. Si tu bois, par exemple, tu sautes plus vite aux conclusions et donc tu pars en Othello plus rapidement. Si tu es schizophrène, le saut aux conclusions, c'est un problème de base des schizophrènes.
Et dans Parkinson, on a remarqué que cela soit dû à la pathologie ou aux médicaments que l'on donne au Parkinson, la jalousie pète au plafond due aux modifications de traitement de l'information de ton cerveau. Ce que les études ont remarqué, ce qui était flingué chez les jaloux, c'est qu'ils font des sauts aux conclusions sur les intentions des autres. Par exemple, ils vont voir l'envie de se barrer ou le ras-le-bol du couple dans des signes complètement anodins. Troisième facteur qui joue sur la jalousie, qu'on a remarqué, c'est l'isolement social. Et ça, c'est pour deux raisons que ça joue sur la jalousie. Si tu es seul, tu as plus peur de perdre les quelques personnes à qui tu es attaché, normal parce qu'elles sont pas nombreuses. Et la deuxième raison, c'est que si tu n'as pas d'autres personnes pour partager ta vie, tes emmerdes, tu as plus de chances de partir dans tes délires, sans que d'autres gens te proposent une vision un peu plus réaliste de la situation, en t'expliquant par exemple que ta meuf, elle a peut-être le droit de sortir avec ses copines et que c'est pas la fin du monde et qu'elle va pas forcément te tromper. Et enfin, dernier point non négligeable, c'est qu'il y aurait une différence entre hommes et femmes dans la gestion de la jalousie. C'est ce qu'on a montré dans les études en imagerie. Les hommes ont les aires de la jalousie qui seraient plus liées aux aires sensorielles, ce qui pourrait expliquer que leur jalousie soit plus viscérale, crée des peurs plus fortes en moyenne et beaucoup liées à la sexualité, à des trucs basiques. Et l'aire de la jalousie des femmes est plus connectée aux aires supérieures de notre cerveau, ce qui donnerait plus de dégoût que de peur, en moyenne, et une sensibilité plus grande à la jalousie émotionnelle que sexuelle. Attention, je répète bien, c'est fait sur des moyennes, hein. Ça veut pas dire que parce que t'es une meuf, tu vas plus être gêné par la jalousie émotionnelle que sexuelle. Bon, et pour finir sur ce qu'est un jaloux et comment ça se passe, il faut voir qu'un jaloux, il est pas 100% du temps. Il faut qu'un événement active le sentiment d'alerte. Donc, la personne peut être tout à fait mignonne quand l'alarme est pas là. La différence entre un jaloux normal dont l'alarme s'active quand son conjoint le trompe et un jaloux pathologique, c'est juste la sensibilité de l'alarme. Un jaloux pathologique, son alarme va s'activer dès que l'autre passe le pas de la porte ou qu'une personne extérieure porte un regard sur sa conjointe ou son conjoint. Donc petit message important pour les victimes de jaloux, si la jalousie est importante, des fois, t'as pas forcément fait quelque chose de grave. La jalousie peut s'activer quand même. Il y a des chercheurs qui ont essayé d'étudier ce qui activait le plus un jaloux et on a remarqué que c'était pas les actes du conjoint, ce sont apparemment les menaces pour l'estime de soi. On en revient à les théories de l'attachement et sur les capacités à être autonome et vivre affectivement indépendant. Donc des crises de jalousie peuvent survenir après des échecs, après des problèmes au boulot ou alors de nombreuses fois chez les gens avec une estime de soi très faible. Donc très important, l'activation de la jalousie, elle est indépendante du conjoint. Par contre, le comportement du compagnon du jaloux va vachement jouer sur le maintien du problème sur le long terme. Et là, on va voir pourquoi un jaloux, il continue à être jaloux et qu'il se dit pas « Ah merde, je suis jaloux, je vais m'arrêter d'être jaloux ». Avant d'être culpabilisant avec les compagnons du jaloux, c'est important de comprendre que beaucoup de gens ont besoin ou trouvent un intérêt à renforcer le jaloux dans sa jalousie. Soit parce qu'on est un jeune couple et que quand le jaloux nous gueule dessus, on pense qu'il a raison et que nous-mêmes on n'a pas confiance en nous. Soit parce qu'on veut aider le jaloux, le réconforter et que du coup on fait ce qu'il nous demande. Bref, le compagnon d'un jaloux a plein de raisons de faire plaisir au jaloux quand il pique une crise de jalousie. Sauf qu'au final, ça le renforce. La jalousie, cela a beaucoup d'intérêt, on a remarqué, à court terme. Cela renforce les liens dans le couple, cela augmente la libido des deux partenaires. On a remarqué aussi que des couples lient la jalousie à la passion, et donc que la jalousie augmentait la vision positive de leur couple. Et on peut aussi voir des variables sociologiques ou financières qui peuvent influencer la jalousie, comme la femme bridée par un système où elle est dépendante des caprices de son mari, sociologiquement parlant ou financièrement parlant. C'est donc évident que le comportement du conjoint va venir empirer la jalousie. Le jaloux va être activé. Il va donc faire des reproches ou essayer de contrôler l'autre qui va s'adapter et des fois renforcer le jaloux en suivant ses demandes ou en restant avec lui. Je rappelle que c'est pas la peine de blâmer la personne qui reste avec le jaloux. Chacun a ses raisons de continuer quelque chose qu'il ne devrait pas. Sinon, tout le monde ne fumerait pas ou ne boirait pas. Donc la question du coup, c'est qu'est-ce qu'on va faire ? Et ce qui est très étonnant quand j'ai recherché les thérapies, c'est qu'on trouve assez peu d'études sur la gestion de la jalousie. Il y avait beaucoup plus d'études sur le syndrome d'Othello que sur la simple jalousie. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va commencer par les cas les plus graves, ce qu'on peut y faire, et aller progressivement des cas les plus simples. Bon, première chose évidente, c'est que si on prend les cas les plus graves de syndrome d'Othello, on sait que ça amène à tellement de suicides et d'homicides que parfois avant le soin, c'est la sécurité des gens qui importe. Et ça nécessite donc parfois des hospitalisations, des éloignements juridiques ou autres mesures sociales ou juridiques pour gérer cela. Donc première priorité dans le cas des syndromes d'Othello, c'est s'assurer que tout le monde va rester en vie. Parce qu'on sait très bien que ça peut très mal finir. Une fois que les gens sont sécurisés, on se retrouve souvent avec une personne délirante dans son monde, qui pense que n'importe quel signe banal est un signe d'infidélité.
Et comme je le rappelle, le syndrome d'Othello, c'est souvent consécutif à d'autres troubles psychiatriques ou neurologiques. Donc avant tout, il faut les trouver et les traiter. Comme le syndrome d'Othello, ça se retrouve souvent, c'est des gens schizophrènes, parkinsoniens ou alcooliques, ça convient souvent de réajuster le traitement ou de traiter la dépendance pour améliorer forcément le problème ou faire disparaître le syndrome d'Othello carrément. Et ça peut être assez compliqué du coup pour les psys, à qui on envoie un syndrome d'Othello, parce que souvent ce sont des cas complexes qui souffrent souvent de problèmes neuro graves ou de problèmes psy importants depuis qu'il est gosse. Et là, pour aider quand la personne délire, c'est vrai qu'on conseille les neuroleptiques pour bloquer le délire d'infidélité et pour refaire descendre la personne un peu sur terre. Une fois que les crises de délire du patient sont passées et que les causes organiques ont été écartées et traitées, on peut passer au côté un peu plus psychothérapie. Les thérapies qui ont bien montré leur efficacité, c'est les thérapies cognitives. Le but dans ces thérapies, c'est justement d'apprendre à envisager des hypothèses alternatives à nos pensées ou à nos croyances. Donc elles sont indiquées dans les délires, dont ceux de la jalousie, puisqu'elles permettent de bloquer le saut aux conclusions et de trouver d'autres hypothèses que la conclusion initiale qui est « ma femme va me quitter ». J'ai pas trouvé d'autres études qui conseillent tel ou tel type de thérapie pour les jaloux, une fois que le délire il a été géré. Par contre, les chercheurs ont trouvé des cibles à prendre en compte pour la gestion de la jalousie. La première de ces cibles, qui est très importante, c'est la gestion de la colère. Apprendre au jaloux que sa colère n'est pas appropriée s'il cherche à garder son conjoint, apprendre qu'exiger la présence de l'autre n'est pas la solution, et apprendre que les cris et la colère n'est pas une stratégie valable pour un couple sur le long terme, c'est la première des étapes. Ne pas légitimer le contrôle et la colère du jaloux sur son conjoint. La deuxième cible, c'est de gérer les facteurs qui vont créer les crises. Comme on en a parlé, on va essayer du coup de gérer les baisses d'estime du soi du jaloux afin de prévenir l'escalade de la jalousie. Et la troisième cible, ça va être de voir les facteurs qui vont renforcer la jalousie, et c'est le couple qui va être pris en charge. Comme la réaction du conjoint risque de renforcer la jalousie, il est nécessaire que patient et conjoint soient éduqués au problème de jalousie. Par exemple, en comprenant que lorsque le jaloux envoie un SMS toutes les 10 minutes et que l'autre y répond, il renforce la jalousie. Je répète que ça se comprend que l'on réponde aux SMS, parce que sinon le conjoint il risque de se prendre 3 heures d'engueulade après. Du coup, c'est le boulot du psy, du patient et du conjoint d'arriver à convenir de protocoles qui progressivement pourront éliminer la jalousie et baisser la colère et la peur du jaloux de manière acceptable. Si tu veux plus de détails sur ce qu'on peut faire pour les jaloux, je te mets en lien l'article scientifique dont sont issues pas mal d'informations de cette vidéo. Tu pourras donc trouver bien plus de détails là-dessus. Voilà, donc t'en sais un peu plus sur la jalousie, et si t'as envie de te renseigner sur d'autres sentiments ou sur d'autres problèmes psy, eh bien tu peux aller sur les liens qui vont s'afficher un peu partout sur l'écran. Tu cliques. Oh merde. Tu cliques où ça t'intéresse et à la prochaine vidéo.